La poésie sauvera le monde si rien le sauve. Au reste, elle le sauve chaque jour de son indignité. Je n'ignore évidemment pas ce qu'immanquablement va provoquer de ricanement et de sarcasme une telle assertion. C'est à l'aune du mépris dans lequel on tient la poésie en France depuis quelques décennies, et à proportion de l'idée très généralement partagée que l'on se fait de ces enjeux, y compris parmi l'élite intellectuelle qui la tient au mieux pour un cas particulier de la littérature et au vrai si dérangeant qu'elle agite à son égard comme avec un enfant handicapé qu'on cache dans la chambre du fond et dont on ne parle qu'à voix basse. Prétendre, pensez donc une chose pareille, que la poésie sauvera le monde s'il peut l'être, fera d'autant plus esclaffer les esprits sérieux que c'est justement leur esprit de sérieux, emblème de la dernière modernité en date, qui a frappé d'interdit toute visée poétique autre que l'esthétisation du négatif, témoin, paraît-il, d'une lucidité enfin conquise sur 5000 ans d'enfantillage humaniste. La modernité amère dont je parle, déterminée dans ses convictions par la succession des désastres du XXe siècle, a décrété la mort de l'homme humain, et de ce principe découle nécessairement que l'art et la littérature sérieux sont désormais des actes post-mortem dédiés à l'autopsie du cadavre, à la sempiternelle exhibition des preuves du sordide, à l'incessante reformulation du dépit ou de l'effroi selon l'humeur, ou à cet automne de l'intelligence, la dérision. Je ne dis pas que cette position n'a pas été battue en brèche par telle ou telle œuvre, mais ces œuvres-là sont soit réprimées par le silence où on les ensevelit, soit considérées dans l'échelle des valeurs contemporaines comme relevant de l'académisme, d'un lyrisme hors de saison, d'un néo-romantisme niais, bref, d'un humanisme qui a fait son temps. Or, si le négatif a toujours été une composante de l'art, dans la mesure où tout geste artistique est un effort de lucidité, et il ne peut donc manquer le pire, s'il le fonde même un refus primordial, la négation ni le refus ne peuvent en être le seul argument, sous peine d'en faire une plainte dans le vide de tout, dans le mépris de tout, dont même une mouche ne saurait s'émouvoir. Autant se taire, n'est-ce pas? Au reste, Franz Kafka, qui n'était rien d'un naïf, le disait. Quand on n'est pas capable de donner du courage, on doit se taire. S'il n'est pas l'avers d'un assentiment, le refus n'est que l'ombre du rien. L'esprit de sérieux contemporain qui a patiemment déconstruit le mythe de l'homme humain pour prouver et reprouver l'inhumanité de l'homme sans jamais marquer le désir de rien reconstruire, ne nous laisse en partage en effet que le ricanement et le définitif désarroi. Julien Gracq avait vu juste quand il annonçait dès 1980, certainement pas comme d'autres pour s'en réjouir, l'extinction de la poésie, parce qu'il pressentait l'extinction de ce qu'il nommait le sentiment du oui, à quoi toute poésie est par principe adossée, fût-elle l'expression d'un désespoir, d'une révolte ou d'un refus majeur. Si la poésie fait retour aujourd'hui, c'est entre autres que de nouvelles générations sont venues dont le refus, la révolte ou la mélancolie
s'argumente d'un goût foncier de la vie dont je voudrais bien voir qu'on contestât la légitimité à la jeunesse. La poésie relève d'abord d'un principe premier et fondateur d'incertitude. Elle est donc d'abord un scepticisme, je veux dire une quête de l'ouvert qui récuse l'immobilisation tant dans le pessimisme arrêté que dans l'optimisme béat. Elle naît du pressentiment que toute vue des choses, toute nomination, tout concept, toute définition, pour indispensable qu'il soit, tendent à clore le réel et à en limiter la compréhension. Le poète ne s'en laisse pas compter. Il est un curieux opiniâtre qui cherche en toute chose sa profondeur de champ. Par exemple, la couleur, la saveur, la valeur d'expérience d'un objet ou d'un fait, un caillou, un baiser, une colère, une soif, une mort. Comme ils sont éprouvés dans la vie, indéterminables et imprévisibles, aussi innombrables qu'il y a d'hommes sur la terre et d'instants de vie de ces hommes. La poésie illimite le réel. Elle rend justice à sa profondeur, à la prolifération infinie des sens qu'il recèle. Inquiétant? Ouais, la poésie est inquiétante. Elle récuse par principe la quiétude du sens. Elle est même davantage une leçon d'inquiétude. Or, cette inquiétude est une sauvegarde, puisqu'elle objecte à toute pensée arrêtée, à l'insolence des certitudes, au figement des dogmes, aux absolutismes et fanatismes subséquents. Elle est donc le gage d'une liberté insolvable, de cette liberté libre que nommait Rimbaud, qui revendique une autonomie sans compromis de la conscience face aux décrets de toutes sortes qui enjoignent des chemins d'existence. On comprend que dans un temps plus obsédé que jamais de prise et de maîtrise, d'ordre et de sécurité, toutes choses qui ne s'obtiennent qu'en réprimant justement la part d'inconnu, d'imprévisible, d'indécidable que porte immanquablement le réel, la poésie soit tenue pour intempestive. Voyez, par exemple, l'obsession identitaire qui régit nos sociétés, et voyez comment le principe même de la poésie, tel que je l'expose, la ridiculise. Depuis les mythes sumériens, qui offrent la figure d'une déesse conjointement divinité de l'amour et de la guerre, en passant par Ulysse, qui se baptise personne, jusqu'au « je est un autre » de Rimbaud, ou le « je cherche un être en moi à envahir » de Michaud. La poésie n'a jamais cessé de contester l'illusion de l'identité stable qui masque la profondeur que chacun nous sommes, l'innombrable que chacun nous sommes, la plasticité du vivant lui offrant par bonheur la chance des métamorphoses. Que restituent les 1000 milliards de poèmes produits par les hommes en tout temps et en tout lieu? Une identité humaine, et il la prouve multiple, contradictoire, complexe, à l'image de toute vie humaine, mais surtout, il la prouve commune, sous les identités de surface, historiques, locales, culturelles. Voilà pourquoi chacun peut reconnaître une part de son expérience existentielle dans un gazelle
un haïku, un pantoum, un sonnet. Tout poème est un concentré d'humanité qui révèle à chacun son altérité, c'est-à-dire son affinité avec l'autre, et l'arrachant ainsi à sa petite identité personnelle de circonstance, le relie. La poésie est en quelque sorte un espéranto de l'âme humaine. Là où la montagne dépasse du mot qui la désigne, se trouve un poète, disait Odysseus Elitis. Jamais dans l'histoire humaine, une civilisation n'a connu une telle prégnance quantitative du langage verbal, n'a disposé d'autant de moyens techniques de le diffuser. La langue est partout, jusque parfois désormais sur la peau des hommes. Mais ce magma verbal dans lequel nous sommes engloutis parle à vide, puisque l'instrument dont il use est cette langue de bas étiage, distinguée ou triviale, discours politique ou micro-trottoir, langue d'expert ou de la rue, peu importe, elle est de même nature et de même logique, où la montagne ne dépasse jamais du mot qui la désigne. Une langue de signification minimale et consensuelle qui clôt le sens, qui assigne le réel à sa perception immédiate et ainsi s'en débarrasse. Je veux dire, se débarrasse de ce qui dépasse. Ça part d'incertitude, d'imprévisible, d'inconnu. D'où l'omniprésence de l'information et le triomphe de l'info en continu. Une hystérisation du connu, sidérante répétition du même. Telle est la supercherie de nos démocraties. Elles tiennent le citoyen informé comme jamais, mais dans une langue close qui, annihilant en elle la fonction imaginante, ne lui donne accès qu'à un réel sans profondeur, un aplat du réel, un mensonge. C'est le règne d'une logorée qui noie le poisson du sens. Ce ne serait que grotesque, un risible travers du temps, si les conséquences n'en étaient pas dramatiques. Disons, pour aller droit au but, une extinction de la conscience. Un autre caractère de cette profusion qui n'affecte pas moins la conscience est la peur panique du vide. Au vrai, sa détestation qu'elle révèle autant qu'elle l'induit. Le vide, le blanc, la latence, le silence, sans quoi nul procès de la conscience ne peut s'exercer. La poésie, née du silence, d'une béance existentielle, produit du silence. C'est-à-dire la latence qu'impose le différement du sens. Impossible? Oui. En toute bonne logique, la poésie, dans le champ social actuel, régie par l'obsession de mettre le réel en coupe réglée. Impossible, parce que la seule intention du poème conteste dans ses fondements le système tel qu'il me semble devoir être compris. La poésie n'est pas un communiqué, elle n'informe de rien. Elle interroge. Il serait, ma foi, malvenu de s'indigner et se plaindre de cet impossible. Non seulement il est d'une certaine façon l'honneur de la poésie, mais surtout, il nomme. Pour autant qu'on croit devoir s'opposer au monde
tel qu'il se fait sous nos yeux, un monde qui ne dépasse pas du mot qui le désigne, clos sur sa signification restreinte, il nomme, dis-je, le pouvoir de contestation qu'emporte la poésie, non tant pour ce qu'elle dit. Dans le monde parlant où nous sommes, toute signification rhabillée en opinion est recevable, mais pour ce qu'elle est. J'en infère l'axiome suivant. Plus une société est antipoétique, plus la poésie devient l'argument théorique majeur de sa contestation. Évidemment pas, faut-il sans cesse le rappeler, la poésie selon l'idée charmante que généralement on s'en fait, mais très précisément et très concrètement, la poésie dans le poème, en tant qu'il est par nature un obstacle irréfragable à la monosémie omniprésente et à son oppression. De ce point de vue, manifester le poème dans l'espace public, pour autant qu'il ne cède rien de sa polysémie dérangeante pour se rendre recevable dans un contexte qui lui est hostile, lâche compromis ou mauvais calcul, c'est bien aujourd'hui la plus simple, la plus nette et la plus droite objection au modèle dominant qui amoindrit chaque jour davantage la conscience que nous avons du réel. Je fais mienne cette conviction d'aimer Césaire, dont on ne vénère tant la figure que pour faire l'économie de sa pensée. Je refuse l'antinomie, révolution et utopie, praxis et imagination. Je considère que l'action se fait précisément par l'imagination et par le verbe. Quand quiconque parmi nous, qui est confronté quotidiennement à l'omniprésence sans échappatoire du communiqué, qui organise de façon combinatoire sa lecture du réel, quand son oreille est accoutumée à la langue nette et sans bavure des experts en tout genre, quand il entend soudain celui-là, comme par effraction, la langue du poème, il sait du moins qu'une autre langue est possible, qu'un autre énoncé du monde est possible, que d'autres représentations du réel sont disponibles. Le vers, si j'ose dire, est déjà dans le fruit du consensus. La poésie est ce qui n'exige pas d'être compris et qui exige la révolte de l'oreille, disait Aragon. Cette révolte de l'oreille, les prémices d'un réveil de la conscience. Le poème a aussi cette vertu. Il ne demande pour exister publiquement ni infrastructure technique, ni dispositif particulier, ni lieu dédié, ni scénographie dispendieuse. Il ne lui faut que la voix, l'oreille et le silence. Celui-ci, la seule raison pour laquelle il peut avoir besoin du théâtre. Mais le théâtre, boîte de silence, caisse de résonance, originellement conçue pour faire entendre le poème, qui est donc proprement sa raison d'être, a le plus souvent oublié le poème pour lui substituer un donner à voir plus propre à satisfaire au code dominant du visuel qui escamote l'opacité de la langue. Bref, le poème nu, la petite voix du poème, cela suffit pour provoquer chez tout un chacun cette chose oubliée, abîmée, d'évaluer l'étonnement,
Nous vivons sur le mode quasi exclusif, j'irais jusqu'à dire totalitaire, du narratif. Il y a bien sûr pour l'homme toutes les vertus du monde à se raconter, pour autant que sa fable soit le seuil vers autre chose qu'elle-même, un inconnu. Mais le narratif dont je parle, et qui à présent domine sans partage, ressorti au script, maigre résumé stéréotypé de faits ou de séquences de vie, qui est ce qu'est le nichet à l'œuf de la poule, un réel de bois. Il s'agit d'un storytelling systématique qui scénarise tout. Pêle-mêle, la naissance d'un enfant, un cancer, un accident de chemin de fer, la pêche à la ligne, des frappes aériennes et tutti quanti. Or, ces scripts narratifs procèdent par schéma. Schéma du drame, de l'exploit, de la bonté ordinaire, de la rédemption, etc. La lecture de ces schémas automatiques et immédiates ne demande aucun effort, puisqu'elle n'a à faire que ce qu'on lui demande, reconnaître le connu. Chaque occurrence de ces récits, qui ont tous les moyens de leur diffusion, sitcom, séries télévisées, jeux vidéo, bulletins d'information, magazines, télé-réalité, les 9/10 hélas du cinéma et de la littérature romanesque, autant d'habillages des mêmes scripts, ouvrent finalement sur ce constat. Le monde est ce qu'il est. Et tout est toujours le même. Ces narrations ne sont pas œuvres d'imagination, mais œuvres d'imaginer, d'images déjà faites. Elles disent implicitement, le monde est déjà fait, le réel est clos. Comme quoi, en effet, on nous raconte des histoires. C'est un fait. La soumission au récit script qui caricature le réel, infantilise, modélise les affects et les comportements. Nous préférerons toujours à la réalité sa fable, puisqu'elle nous divertit, proprement nous détourne de sa complexité. Indomptablement adu, comme mon espoir silence, éclaté là-haut, quiconque entend un poème, même illettré, sent bien qu'il y a là une tentative. Ce n'est pas si facile, cela peut échouer, de rendre justice à la réalité, non pas telle qu'elle apparaît, mais telle qu'il la vit en lui restituant directement, en court-circuitant la fable, sa profondeur de champ. Plus il y a de poésie, plus il y a de réalité. Comment peut-on dire cela? Eh bien, justement, parce que la poésie ne s'en tient jamais à la description, narration des faits et mécanismes de surface. Le surf sur le réel qui devient à présent le mode obligé de la saisie du monde. Cette pseudo-réalité qui n'est du réel que son fantasme, son reflet immobile, un miroir aux alouettes. Le réel de surface, tangible et visible, est inventoriable. Le récit dresse cet inventaire, le réel dont nous entretient la poésie, non pas celui qui se décrit, mais celui qui se vit, est comme la vie qui l'agit, infini. Là où la narration parcourt horizontalement le réel, la poésie est verticale. Elle s'aventure dans les dimensions du réel que la fascination du tangible occulte. Indomptablement adu comme mon espoir, silence. Éclaté là-haut, perdu entre furie et silence, l'intransigeance du poème, à n'être que poème, qui fait son étrangeté irréductible et par conséquent le protège de l'inclusion dans la grande machine à aplatir le réel, n'est pas négociable. Sans conteste, le poème demande un effort, mais ce n'est pas un effort conceptuel.
Il ne demande que de mobiliser des capacités dont tout le monde est originellement pourvu autant que de nez et d'oreilles. Le silence, la lenteur, la patience. Bref, l'attention qui est immobilisation de tout au profit de la mobilisation de la conscience. Les poèmes sont aussi des présents destinés aux attentifs, affirmait Paul Celan. Il est vrai que le sentiment de l'effort demandé est à proportion de la grave détérioration de la capacité d'attention que produit une époque où la vitesse est en tout la valeur suprême. Il n'empêche, ce n'est pas un effort exorbitant. Faisons un rêve. Imaginons un ministère de la Culture qui mette autant de moyens, d'énergie et de conviction à engager tout un chacun à l'effort quotidien du poème que le ministère de la Santé en met à nous faire marcher 30 minutes par jour. Pour prévenir les troubles de la vision du réel, lisez un poème par jour. Le jour où l'on comprendra que l'infarctus de la conscience est la plus grave maladie qui guette le citoyen. Voix étrangère au bosquet, ou par nul écho suivi, l'oiseau qu'on n'entendit jamais qu'une fois en la vie. Entendant le poème, on perçoit, même un enfant le perçoit d'instinct, que c'est de la part manquante du réel qui nous manque autant que nous la manquons, dont il est question. C'est affaire d'intensité. La relation au poème, en effet, c'est, pour le dire comme Deleuze, du type branchement électrique. Le poème, vecteur d'intensité, nous rebranche proprement à la vie quand, inversion paradoxale, être connecté ou, tiens, branché, relié au récit script de l'actualité, nous enferme dans des figurations apocryphes du réel. Si le poème nous rend à cette intensité, c'est qu'il ne ment pas. Tout poème a pour arrière-pays la mort. Le poème est ce rebranchement immédiat de la conscience à vif sur l'intensité de la vie dans la mort. Or, il dit réciproquement, car le poème est sans âge, la relativité de la mort dans la vie, puisque la nappe phréatique de la vie est inépuisable. Si nous habitons un éclair, il est le cœur de l'éternel, dit René Char. La poésie n'est pas une mystique. Elle ne se détache ni du corps du monde, ni du corps social. Elle envisage une transcendance interne, ce que Paul Éluard signifiait quand il affirmait « Oui, il y a un autre monde, mais il est dans ce monde ». Cet au-delà dont la poésie fait l'expérience, non dans l'ascèse, mais dans la pleine étreinte du monde, est accessible à tout un chacun, par la voix toute humaine de la conscience qui se déclôt. C'est un au-delà d'avant la mort, et qui l'inclut non comme un seuil, mais comme le fond du réel, et ce faisant, donne à la vie sa charge d'intensité et sa valeur d'absolu. Qu'il l'ait nommé le là-bas, l'ailleurs, le mystère, le vrai lieu, l'invisible, le lointain intérieur, c'est toujours cet autre monde dans le monde que les poètes cherchent à restituer. Définir la poésie comme un acte de conscience,
Je dis un acte et non un fait. Un acte de conscience aiguë. C'est ici encore la désigner comme une force d'objection dans une société tout entière soumise à la logique du divertissement. Je parle d'un principe foncier et généralisé qui organise le détournement des regards. De quoi détourne-t-on le regard? Comme toujours, de ce qui dérange. Le réel tel qu'il est tel que le livre, la poésie, justement, complexe, contradictoire, incertain, en mouvement, bref, polysémique. Or, il suffit, n'est-ce pas, de détourner les regards pour opérer un détournement de réalité, exactement comme il y a des détournements d'argent. Tandis que nous sommes divertis, nos regards et notre désir tournés vers les récits de la pseudo-réalité et retenus par eux, car, rappelons-le, ils sont simples et convaincants. Nous sommes proprement volés du réel. L'homme du XXIe siècle, homme distrait et captif des représentations dont il est assailli, a servi à ce que la grande machinerie des mots et des images surabondants projette devant lui. Il n'a plus ni l'espace ni le temps de produire de lui-même l'imaginaire qui les constituerait. L'imaginaire est aujourd'hui un territoire occupé et soumis. Et je dis que tout poème est un acte de résistance contre cette oppression. Nous sommes en quelque sorte accoutumés à une lecture syllabique du monde qui s'en tient en effet à la lettre, à la seule reconnaissance du signe. Un lecteur passif réfléchit autant que la tête de lecture du vieux phonographe. Une telle lecture passive demande une langue neutre et efficace, celle des bien nommés prompteurs. Une langue accélérée, apocopée, à la syntaxe économique et au lexique précuit. Un poème exige, c'est un sine qua non, une activité multiple et constante du lecteur, puisque la seule valeur du poème est le fruit de cette activité. La juste lecture du poème est donc lente, laborieuse et par bonheur inefficace, puisque toujours partielle et à recommencer. Devant un nouveau poème, le lecteur doit s'armer de tous les possibles et s'y croire autorisé. À cette seule condition, il est ce qu'il doit être. Un créateur de sens, co-créateur du poème. Le poème exige l'abolition du poète qui l'a écrit et la naissance du poète qui le lit, disait Ottavio Paz. Je me permettrai ce syllogisme. La lecture active du poème ouvre et libère la conscience. Or, la conscience libre fait le citoyen libre. Donc, la poésie est la condition d'une cité libre. Un progrès d'humanité qui passe nécessairement par une insoumission du plus grand nombre possible de citoyens à la lecture passive du monde telle qu'elle est aujourd'hui massivement imposée par violence douce. Une insoumission dont la poésie est le ferment et la lecture active du poème l'expérience. Cette expérience disponible à tous
et qui commence dès la première pulsation, dès le premier silence, que le premier mot du premier vers d'un poème suscite dans la neutralité de la langue ordinaire, la langue d'ordre. Insoumission, gage de la préservation de l'humain, car, disait Bataille, nous n'aurions plus rien d'humain si le langage en nous était tout à fait servile. Un autre facteur puissant du divertissement généralisé est aujourd'hui la suprématie quasi absolue de la lecture du réel par l'image. Or, il s'agit d'un nouveau trompe-l'œil. Si l'image s'énonce d'elle-même comme vue objective du réel pris sur le fait, elle est évidemment une fiction. Non pas tant du fait que, n'étant qu'un morceau de réel, elle ne peut être au mieux qu'une métonymie, mais surtout parce qu'elle manque les 9/10 du réel, sa substance, et n'en livre que la surface, un double spectral. Voir, c'est savoir, croit-on d'instinct. Crédulité qui donne à l'image son pouvoir de persuasion péremptoire et sa valeur d'indiscutable vérité. Il n'y a donc pas à s'étonner que le système du divertissement lui donne toute préséance, trouvant en elle le moyen le plus efficace d'asservir les foules proprement médusées au récit de la pseudo-réalité. La fréquence d'apparition des images et leur surabondance dans cette sorte de diaporama où tout se succède dans un fondu enchaîné vertigineux ne laisse la liberté d'aucune autre appréciation qu'un accusé de réception sous les espèces du « Oh !» du « Ah bon !» ou du « Bah !» Cette réduplication du même est le signe aussi bien d'un narcissisme morbide, puisque son objet privilégié est le drame. L'image est ici le moyen d'une fascination, le contraire donc d'une compréhension. Nous avançons stupéfaits dans un gigantesque palais des glaces où l'image de nous noue dans l'image de nous. Tout se passe comme si le monde, perdu parce que perdant conscience de lui-même, voulait se voir et se voir encore pour se savoir être. Le monde s'envoie des selfies, pathétique et grotesque preuve de soi-même qui ne prouve rien que ce que prouve l'actuel, l'apparence dans l'instant, moins le dessous des cartes. Un processus de déréalisation qui a trouvé naguère dans le numérique sa martingale. Toute image de tout disponible en illimité. Ce qui n'a pas d'image n'existe pas. Voici bientôt l'homme du XXIe siècle, l'œil écarquillé, l'oreille bourrée de sons, d'images sonores, bouche bée, conscience hébétée sous l'effet d'un stupéfiant image. On n'a pas fini de nous en mettre plein la vue. Or, dit Georges Didi Huberman, en mettre plein les yeux, c'est le contraire exactement de donner à voir. Voilà précisément où je veux en venir. La poésie, dont depuis toujours l'unique raison d'être est de donner à voir, puisque par le mythe, le symbole, l'allégorie, la métaphore, la suggestion, elle n'en veut qu'à ce qui déborde le visible immédiat, la poésie est l'irréductible adversaire de la clôture du regard qu'organise la civilisation du divertissement. Ainsi, tout poème
est un grain de sable dans les rouages de la grande machine à reproduire le réel tel qu'il est, tel qu'elle l'imprime dans la langue et l'image de convention. Il l'est dans son abstention même, son refus qu'on lui reproche tant de prendre part au jeu, mais c'est un jeu de dupes. On lui reproche d'être absent de l'actuel, du visible et du tangible du moment, quand il ne s'absente en réalité que du récit qu'on en fait. Le poème s'abstrait, en effet, mais de la fable et du fantasme que l'époque fait d'elle-même. Et c'est précisément pour demeurer dans le concret de l'existence tel qu'il s'offre à la conscience qui ne s'en laisse pas divertir. Il peut bien paraître alors archaïque, hors de son temps, déconnecté, n'est-ce pas ? Alors même qu'il manifeste la plus intransigeante présence à la vie dans l'instant où elle se vit, intensément. De cette intense présence à soi-même et au monde dont Yves Bonnefoy dit que le poème n'existe que pour nous la restituer, nous sommes très exactement volés quand nous nous donnons au leurre des images en tout genre qui n'en sont que la fiction morte. On rêve d'une minute de silence universel, où le monde se tiendrait soudain immobile et muet, les yeux clos, attentif au seul respire du vent dans les arbres, au chuchotement clair d'un ruisseau, au déploiement d'une herbe dans la lumière, à l'unanime pulsation du sang dans les cœurs, une minute pour que le monde reprenne conscience et se réajuste à la seule réalité qui vaille. Le pur sentiment d'exister un et multiple, entre deux néants, sur la terre, perdu dans les cieux innombrables. Impossible, n'est-ce pas? Sauf que, de cette utopie, la simple lecture du poème est la prémonition exacte, et même, si peu que ce soit, le fragile mais décisif essai. Car le poème nous rend au silence dont il est né. Il fait silence en nous. Il exige de nous la vacance qu'il lui faut pour advenir, pour que par lui la vie, la rare vie au bord de sa disparition, s'éprouve, déliée des songes violents qu'on en fait. Il est une autre perte pour l'homme, dans ce temps d'abondance en toutes choses, et que la poésie dénonce par l'évocation insistante du manque existentiel qu'elle induit. C'est celle de la relation sensible au réel. Abasourdis et aveuglés, certes, nous le sommes, mais il n'est pas que le regard et l'écoute qui soient anesthésiés par saturation. La dématérialisation que génère l'absorption du réel dans le virtuel dévalorise de facto l'essence du contact charnel avec le monde. Le toucher, le goût, l'odorat. Dans la civilisation hygiéniste, dont la propreté d'hôpital est le modèle implicite, grandit la haine du corps naturel, touché, touchant, suant et odorant,
vecteur d'impur puisque se frottant à la réalité impure par nature, nous nous bouchons le nez devant la réalité et on nous recommande sérieusement de prohiber le serrement de main et l'embrassade. Le réel, nous ne pouvons plus le sentir, ce qui signifie peut-être en effet que nous en sommes arrivés à le détester. Nous n'avons plus le temps ni les moyens de savourer le monde, de le savoir par étreinte charnelle, mais c'est aussi bien une fuite qui dit la grande peur du réel qui nous tient. Autre raison pour laquelle nous nous réfugions dans l'image pour l'appréhender, là, il est heureusement à distance, insensible et immune. Qu'est-ce donc que la poésie a à voir avec tout cela ? Ce fait essentiel qu'elle invite à l'extrême opposé de la relation conceptuelle au monde, de la dénaturation qu'implique la technologisation du vivant, de l'hygiénisme puritain qui sépare corps et monde, à rejoindre le réel par l'évocation sensible. Une constante valorisation de l'esthésie, pour user un terme médical qui désigne l'aptitude à la sensation physique et qui souligne opportunément la contradiction avec l'anesthésie de l'homme contemporain que, justement, la technologisation accélérée du quotidien ne cesse d'accroître. Il n'est pas de poème digne de ce nom qui ne fasse appel à l'expérience sensible du monde, donc à la mémoire sensorielle du lecteur. D'une certaine façon, la poésie est un sensualisme qui rappelle l'homme à l'ordre de sa condition naturelle dans laquelle la conscience de soi et de l'autre, et donc toute connaissance, passe comme chez l'enfant, par cette synesthésie qui le conjoint en prise directe à tous les états du réel. Même quand le poème pense, et la poésie, en effet, à sa manière, pense le monde, il pense à l'intérieur des choses, dans une pensée impliquée, une pensée émue, si l'on veut, mue par l'intuition des sens. Bref, la poésie. Et dites-moi donc, si ce n'est pas crucial, à l'ère du virtuel triomphant, rappelle l'homme à son humilité, c'est-à-dire sa relation primordiale et sine qua non à l'humus originel. Parmi tous les moyens de la médiation avec le réel, la poésie, pour n'avoir jamais perdu le lien sensible avec le monde, parce qu'il lui est consubstantiel, parce qu'il est sa visée même, est au regard de l'actuelle désensibilisation de nos facultés perceptives des plus indispensables. Poésie est en effet un des noms de cette relation intériorisée au concret du monde qui passe par la sensation, qu'elle soit la caresse au front d'une brise d'été, ou aux lèvres la clarté d'une eau de montagne. N'est-ce pas ce que signifiaient les correspondances baudelairiennes, ou le dérèglement de tous les sens que demandait Rimbaud pour les arracher à leur ensommeillement, à l'engourdissement qui les rend inaptes à percevoir la profondeur des choses. N'est-ce pas la saveur d'être que cherchent les poésies de Bonnefoy et de Jacotet, la géopoétique de Kenneth White, une quête qui oppose à la fascination du progrès technologique la persistance de cet archaïos qui se définit par une relation comme amoureuse à la chair du monde, sans laquelle l'homme, amputé de sa part sensible, régresse
dans le robot. Nous ne sommes rien, dit le poème, que notre relation émue à l'autre. Fut-il cet autre arbre ou visage? Oui, la poésie c'est la vie même, la vie en intensité, ramenée à son rythme essentiel, celui du souffle et de la scansion du sang. La veine bat aux tempes du poème. Tout vrai poème est contemporain d'un cœur qui bat. Il s'agit décidément de prendre la poésie au sérieux. Il s'agit que la visée politique intègre la visée poétique, dont l'intransigeant projet est de chercher en tout la juste coïncidence de l'homme avec la vie. J'entends bien que dire cela face aux grands totems contemporains, les grands enjeux économiques et financiers qui tétanisent toute réflexion, cela ne fait pas sérieux. Mais peut-être justement, est-il temps de changer de sérieux? Étant donné ce que l'on peut raisonnablement prévoir de l'avenir, la question qui se posera à nous ne sera plus seulement le confort ou le dénuement matériel des uns ou des autres, mais celle du devenir humain, et donc celle-ci. Quel type de relation foncière au monde le rend encore possible? Évidemment pas celle qui prévaut aujourd'hui, celle du prédateur, du démiurge, du colonisateur. Ce ne peut être que le contraire exactement. Celle qui cherche l'adéquation entre l'homme et son site naturel, celle qui récuse toute mainmise sur le réel, celle qui fait l'éloge de la vie pour elle-même et qui, dans la pleine conscience de sa fragilité, la rend à son intensité. Cette relation-ci au monde est celle que depuis toujours et par tous les moyens postule, sans que réellement on l'entende, la poésie. Décidément, l'avenir sera poétique ou ne sera pas. Ou ne sera que la désastreuse continuation d'une défaite obligée. Mais je le sais, on a beau crier dans le désert, ça ne fait pas tomber les étoiles. Étant donné que les mutations de la conscience collective ne se décrètent pas, ni n'adviennent dans l'instant, la seule voie qui s'offre est celle d'une lente, patiente et obstinée insurrection poétique. Inactuelle, la poésie, certes, je l'espère, puisqu'en cela réside son insolent contredit à la vanité de l'époque. L'insurrection poétique qu'il nous faut n'est pas spectaculaire, elle ne fait pas événement. Elle passe volontiers sous les radars de la communication, mais elle est capable de provoquer dans l'instant, chez quiconque, une subversion des représentations et un bouleversement de la conscience, ce que l'on nomme communément une émotion, terme qui ne convient que si on l'entend dans son acception première,
d'émeute. Ce dont il s'agit, assurément, c'est d'une émeute intérieure qui emporte dans son élan les représentations fossilisées dans le concept et la convention, ces barrières de sécurité. Minimum de moyens, maximum d'effets. Mais que peut-elle, dira-t-on, l'insurrection poétique contre le Léviathan aux 1000 bouches et au regard de Méduse? Infiniment plus qu'on ne le croit, parce que son terrain d'action est la langue, et que la langue est le médium universel où tout se joue, le pire et le meilleur. Tel est le sens de l'insurrection poétique dont je parle. Ce sera désormais, en chaque occasion possible, dresser dans l'espace public la barricade du poème. Ce sera à chaque instant possible fendre de l'âge d'un poème la mer gelée en nous. Ce sera par effraction faire sauter le verrou du bruit dans la seule profération d'un vers qui fait silence. La langue est plus que jamais le lieu du combat. Le premier acte décisif du poète est de réaffirmer la langue comme un vecteur sine qua non de l'accès au réel. À l'heure où la suprématie de l'image se fait totalitaire. Cependant, objectera-t-on, il y a encore de la langue dans notre univers. Certes, une logorée même. Mais quelle langue? Ou plutôt, quelle langue? La langue technologique des experts en tout genre. La langue technoscientifique qui rationalise le réel et notre rapport à la vie. La langue d'usage courant, uniformisée, infiltrée de toutes parts par les deux premières, elle-même asservie à la langue dominante de la domination économique, cet anglais de bas étiage, qui est à la langue de Shakespeare, ce qu'est le fast-food à la gastronomie. Il se trouve que dans tous les pays, désormais, la langue native est martyrisée, humiliée, comme expulsée d'elle-même par cette langue d'occupation. Oui, c'est une guerre sournoise, et nous rendons les armes. Nous avons affaire à l'invasion d'une pseudo-langue, un OGM linguistique, un état gravement dénaturé de l'anglais dont la capacité à l'ellipse est outrageusement exploitée, qui s'introduit comme un parasite dans les autres langues, les ronge de l'intérieur et tue leurs particularités. Nous sommes aujourd'hui bien au-delà du phénomène du franglais, dénoncé il y a 50 ans par Etiamble, car si l'invasion du lexique anglo-saxon est patente, c'est désormais la syntaxe qui est atteinte, c'est-à-dire la structure interne de la langue, le squelette qui la tient. Avec cette pseudo-langue, il n'est plus question de faire sens, mais de gérer le réel. Toutes les langues sont désormais contaminées par cette logique. Un virus qui détruit lentement leurs anticorps, notamment leur imaginaire propre, et les réduit à l'état de zombies qui, comme tout zombie, sont le véhicule d'une volonté extrinsèque. Eh bien, je prétends que la poésie est l'antidote le plus approprié, le plus efficient et immédiatement disponible à cette mutation délétère. Donner à entendre et à lire le poème dans l'espace public, c'est possiblement offrir à tout un chacun l'occasion d'un réveil de sa conscience linguistique.
C'est lui offrir un diapason d'exigences rythmiques, syntaxiques et lexicales, à quoi réajuster son oreille et lui permettre ainsi de mesurer explicitement, concrètement, l'écart oublié entre l'intense et le fade, l'énergique et le mou, le plein et le vide. Bref, le beau et le laid. Nous vivons un temps vulgaire. La seule écoute d'un poème y objecte. Ceci même, le seul fait de dire un poème pour soi-même, c'est s'insurger contre la vulgarité du temps et s'éprouver libre par clandestine insoumission. Rendre la poésie populaire, la plus distinguée poésie, c'est venger le peuple de la vulgarité à quoi on le réduit par le partage de la distinction. Il est un autre phénomène délétère aujourd'hui dans l'usage social de la langue, c'est au sens propre son asphyxie. La langue parlée est généralement devenue une langue essoufflée. Elle ne respire plus parce que nous ne respirons plus les mots. Or, s'il n'y a pas de souffle dans la langue, elle devient plate ipso facto. Un ballon sans air est un ballon crevé. On court après les mots et la langue est littéralement hors d'haleine. C'est en quoi la poésie sauve la langue. Elle lui rend son souffle, elle lui donne de l'air, elle la rend à la vie. Le silence dans la langue, son respire, qui est la propriété exclusive du poème, voici en effet qui sauvera la langue de son asphyxie. Il est une barbarie dans la langue qui est le symptôme d'une autre barbarie, celle qui prétend éradiquer toute complexité. Toute barbarie naît du refus de la nuance et inversement, toute nuance manifestée est le gage de la liberté. Raison pour laquelle la poésie, éloge et preuve de la nuance, argument apparemment si fragile et si dérisoire face à la barbarie en armes, mais la contestant dans son principe, a toujours été historiquement l'allié des insurgés. Pour la même raison, elle est aujourd'hui l'allié de tous ceux qui s'insurgent contre cette autre façon de la barbarie à la violence indolore, qui tue l'esprit et étouffe les âmes. D'aucuns jugeront sans doute excessif l'emploi ici du terme de barbarie. Nos démocraties étant, on le répète à l'envi, un rempart contre la barbarie, c'est exonérer sa conscience à bon compte. Mais quant à la destruction des langues patrimoniales, au clonage de l'imaginaire et au meurtre de l'art par le divertissement, à la sidération des consciences par le spectaculaire protéiforme, à la destitution du sensible au profit du sensationnel, et quant à l'abolition de tout espoir que ces oppressions génèrent, qui sont les barbares ?
Voici bientôt réalisé ce paradoxe qui fait que la civilisation la plus avancée, ou du moins autoproclamée telle, régresse sous couvert de modernité dans une barbarie qui ne commet certes pas d'atrocité visible, encore qu'aux rives de l'Europe s'amassent les cadavres, mais détruit progressivement les plus fondamentales prérogatives de l'humain. Il nous reste donc de monter à la barricade du poème et d'opposer par le poème même à l'abandon moral, au diktat des faits, un refus intransigeant et radical. Il nous reste à promouvoir, sous les apparences du poème, un autre principe d'existence qui ne vise que l'intensité de vivre devant la mort, là où tout le génie des temps modernes ne nous laisse à désirer qu'un ersatz de vie qui n'est qu'un comblement de l'ennui. Le combat désormais est à front renversé. Usons du poème pour ce qu'il est. Un arrêt dans la fureur. Un silence dans le vacarme. Une béance dans le flux ininterrompu. Une profondeur dans la surface. Une latence dans l'immédiat. Une lenteur dans la frénésie. Le mode d'action est simple. Dans le grand Barnum contemporain, tout poème lu, dit, écrit, entendu est un contre-pied et un contre-temps. Un acte de résistance donc. De Louise Labbé ou de Dubouchet, de Jean Delacroix ou de Roubaud, de Rilke ou de Prévert, qu'importe. Usons du bouche à oreille, témoignons innombrables, là où nous sommes, de la ferveur retrouvée dans la poésie vécue. Car seule la poésie vécue et vécue avec l'autre est insurrectionnelle. Je parle de ferveur, et même, voyez-vous, n'en déplaise aux grincheux qui dictent le goût amer de ce temps, je parlerai de joie. La lucidité ni le refus n'invalident la joie. L'aurions-nous oublié? N'est-ce pas cette résurrection d'avant la mort que toujours promet la poésie? Si cela est vrai,
comme il faut le croire. Cela signifie que nous vivons communément et aujourd'hui, plus que jamais, en exilés de la vie. Salvatrice alors, en effet, la poésie qui nous rapatrie. Vivre en poète sur la terre, ce serait simplement cela. Lutter pied à pied contre les forces qui poussent à l'exil pour habiter la vie entière et lui demeurer fidèle jusqu'à la mort. Nous n'avons qu'une alternative. Vivre chez Circé en homme porc, une vie morte. Ou reprendre le grand large, être du désir invincible, aimanté par l'ouvert et amant du plein vent. Vivre en poète et trouver le sens imprévu, ou perdre bientôt notre humanité. La poésie nous sauvera si rien nous sauve. La poésie sauvera le monde, de Jean-Pierre Siméon. Adapté et mise en scène par Gérald Garouti. Lu par Denis Lavant. Musique composée et interprétée au piano par Pascal Amoyola. Enregistré en public le 13 juillet 2022 au Festival d'Avignon dans la cour du Musée Calvé. Prise de son, montage et mixage, Philippe Mercher, Pierre-Henri. Sonorisation, Philippe Thibault. Lumière, Thierry Allaire. Assistant à la mise en scène, Raphaël Sarlin-Joly. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Christophe Auquet. La poésie sauvera le monde est publiée chez Le Passeur Éditeur, concours de la poésie 2016.